Ok, du coup, pour le premier QCM du mini partiel blanc de chimie, on va avoir des configurations électroniques. Alors, pour l'item A, donc les alcalins sont de très bons donneurs d'électrons, l'item était bien vrai. Donc en gros, les alcalins, ils possèdent un seul électron dans leur sous-couche S. Ils sont de forme NS1, donc ça va être vraiment la première colonne du tableau périodique. Donc tout ça, c'est les alcalins, enfin ils sont appelés les alcalins. Donc ensuite, pour respecter la règle de l'octet, en gros, un atome doit obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Donc peu importe lequel, ça doit obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Donc les alcalins sont de très bons donneurs d'électrons car pour obtenir la configuration du gaz rare le plus proche, ces derniers doivent perdre un électron. Là, ils sont en gros sur cette colonne et eux, ils veulent atteindre les gaz rares qui sont la dernière colonne. Donc par exemple, le Na, il veut atteindre la configuration du néon, donc il va perdre un électron donc pour passer à 10 et être bien comme la configuration électronique du néon. Donc ils vont donner un électron et ils vont devenir par conséquent positifs. Donc pour un moment mnémotechnique, les alcalins, donc sonorité en 1, donc n'ont qu'un seul électron dans leur sous-couche S, alors que alcalinoté Re, sonorité en E, donc ont deux électrons dans leur sous-couche S. Pour l'item B, la configuration électronique du chrome est tatata. Et donc ici, il fallait bien avoir appris la leçon pour savoir que c'était une des deux exceptions à la règle de Kleshkovsky. Donc avec le cuivre, donc il y a le cuivre et le chrome. Donc le cuivre, c'était celle-là, la bonne configuration, mais ici, on s'intéressait au chrome. Donc évidemment, les exceptions sont à savoir par cœur. Donc la règle de Kleshkovsky, donc donc c'est celle-là. Un petit moyen mnémotechnique pour la retenir, même si normalement ça ne devrait pas poser de soucis, enfin avec ça en tout cas. Du coup, on commence du coup par compter le nombre d'électrons de l'atome en regardant le tableau périodique. On sait que le chrome possède 24 protons, donc par conséquent 24 électrons, un atome étant électriquement neutre. Il y avait bien les 24 électrons dans la configuration donnée. Ensuite, il fallait reconnaître l'exception donc donnée dans le cours. Il fallait l'apprendre par cœur évidemment. Toutes les sous-couches sont correctement remplies, mis à part les 3D et 4S. La vraie configuration est donc celle-là, donc c'était par cœur. La configuration électronique du Cl- est donc le néon, enfin configuration du néon, entre crochets, 3s2, 3p6. Donc là, en gros, ça va être de l'écriture simplifiée. Donc ça va être le gaz rare le plus proche précédent, plus les électrons supplémentaires qu'on pourrait éventuellement avoir sur l'atome, enfin sur l'ion ou l'atome. Donc ici, on sait que l'atome Cl possède 17 électrons, donc l'ion Cl-, par conséquent, en possède 18 du fait de la charge négative. Ça va être 17 électrons plus 1 avec le petit moins qu'il y a juste ici. On sait de plus qu'avec le tableau périodique que le néon en possède 10. Donc là, en gros, il va y avoir 10 électrons qui vont être contenus dans cette petite formulation. Et du coup, derrière, on va devoir avoir les 8 autres électrons qui manquent. Donc c'est le gaz rare le plus proche, le néon, dans le tableau périodique. Avec l'aide de la règle de Kleshkovsky, on peut déterminer donc les sous-couches restantes à noter. On sait avec cette règle que la configuration du néon est 1s2, 2s2, 2p6. Donc là, ici, il y a 1s2, 2s2, 2p6. Il ne reste donc que 3s2, 3p6 pour avoir le compte des 18 électrons. Il y en a 10 ici, plus 2, 12, plus 6, 18. On est bien. Donc, et en plus, c'est correctement rempli. 1s2, 2s2, 2p6. Donc là, ça s'est englobé dans l'abréviation du néon. Et après, on va avoir 3s2, 3p6 qui est correct. Pour le D, la configuration électronique du Fe3 est 1s2 tatata. Là, ici, le Fe. Donc là, c'est toujours la même chose qu'avant. En gros, il faut regarder le nombre d'électrons, donc 26 électrons. Ici, c'est le même fonctionnement, sauf que on va avoir un cation et non pas un anion, donc un ion positif qui a perdu 3 électrons. Donc on va avoir 26 moins 3 égale 23 électrons. On va enlever des électrons au lieu d'en rajouter. On s'intéresse à la configuration de l'atome de fer, donc l'atome pour le coup, donc vraiment l'atome, qui est donc cette configuration donnée juste ici. Alors ça, en soi, il fallait la savoir, enfin savoir la retrouver pour ensuite éliminer 3 électrons des sous-couches les plus externes. Donc voilà, les sous-couches les plus externes, on va enlever 3 électrons. Ici, on regarde lesquelles sont les sous-couches les plus externes, enfin une ou plusieurs. Là, en l'occurrence, on va avoir la 4s2 qui va contenir 2 électrons et qui va être la plus externe. Il va donc en rester un électron à retirer, donc on va le prendre sur la couche la sous-couche la plus externe,
qui est donc la 3D qui va passer en 3D5. Donc la vraie configuration, ça va être bien celle-là, qui est en gros celle-là, celle donnée dans l'item. Donc le QCM1 c'était ACD parce que l'item E était faux, la configuration électronique de l'oxygène est 1s2, 2s2, 2p6. Et ici tout simplement il fallait directement compter le nombre d'électrons comme d'habitude au début d'un exercice comme ça, directement compter le nombre d'électrons. Et là on trouvait qu'il y en avait 10 au lieu de 8 proposés dans la classification périodique. Donc l'oxygène contient 8 électrons et là on en avait 10, donc ça correspondait au néon. Et donc l'item était directement faux, sinon la règle de Kleshkovsky était bien respectée, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'erreur de numérotation des sous-couches ou quoi. Voilà, voilà. Bonjour à toutes et tous, j'espère que cette colle s'est bien passée, et donc on va passer dès à présent à la correction du QCM2. Donc l'item A, il était bien vrai, l'atome B est l'élément le plus électronégatif du tableau périodique. Alors pour ça, on doit retenir une règle, c'est que plus on se décale vers la droite, plus on monte dans le tableau périodique, plus l'électronégativité augmente. Quand on l'applique à notre atome qu'on a ici, on voit bien que sa configuration électronique, on nous indique qu'il y a du 2p et qu'il y a du 2s, et donc on est du 2s2, 2p5. La 1s n'est pas représentée, puisque je vous rappelle, c'est une couche qui est plus interne. Donc la configuration, ça va être 1s2, 2s2, 2p5. Comme l'énoncé le précise, on est dans le cas d'un atome et non pas d'un ion, donc on n'a pas d'électrons en plus ou en moins. On regarde donc à quoi correspond notre élément dans le tableau périodique. On voit qu'on a 9 électrons, donc 9 protons. Quand on regarde, on voit qu'on a donc du fluor. Comme je l'expliquais tout à l'heure, plus on se décale vers la droite, plus on se décale vers le haut, plus l'électronégativité est élevée. Alors ça s'explique assez facilement. Quand on se décale vers la droite, c'est parce que le nombre de protons augmente, et donc on va avoir plus de charges plus, et donc on va plus attirer les charges moins. Vous voyez, comme un aimant, plus on va avoir de charges plus ça va attirer les charges moins. C'est pour ça que quand on se décale vers la droite, l'électronégativité augmente. Et elle diminue quand on descend d'une période, puisque en fait, comme on va gagner une couche supplémentaire, les chargements vont s'éloigner du noyau, et donc la force d'attraction va être moins puissante. Donc notre électronégativité augmente quand on décale vers la droite et vers le haut, comme je le répétais. Le fluor est l'élément le plus en haut et le plus à droite, donc c'est bien le plus électronégatif du tableau. Attention, je vous rappelle quand même qu'on ne considère pas l'électronégativité des gaz rares. Pourquoi? Bien parce que l'électronégativité, c'est la tendance d'un atome à attirer les électrons quand il est engagé dans une liaison covalente. Les gaz rares ne font pas de liaison, donc on ne considère pas leur électronégativité. L'item B également, il était vrai. L'orbital entouré fait partie des orbitales de type Iante. Alors pour ça, on regarde ce qui nous est indiqué dans l'orbital. Là, on voit qu'on a une orbitale de type sigma, c'est écrit juste à côté. Et elle est de type Iante, puisqu'elle est, disons, située en dessous par rapport à la ligne de nos molécules ici. Vous voyez, là, elle est en dessous. Et donc, cette orbitale, elle est bien liante. À l'inverse, on a une orbitale anti-liante qui, elle, va être située au-dessus. Et en fait, ce qui fait que notre molécule va pouvoir se former, c'est que comme l'orbitale liante, elle a un niveau d'énergie inférieur par rapport à nos atomes séparés, l'énergie totale du système va être inférieure à l'énergie des électrons pris séparément. Et donc, on va bien avoir une molécule qui va pouvoir se former. Et donc, on rappelle que les orbitales liantes et antiliantes, il ne faut pas les confondre avec les orbitales P qui sont situées à ce niveau-là. Comme ces orbitales ne forment pas de liaison, et bien juste on les reporte au milieu, mais elles n'ont pas d'incidence sur la formation ou le cassage, disons, de la liaison dans notre molécule. L'item C également, il était faux. L'ordre de liaison, on applique la formule. On rappelle que la formule de l'ordre de liaison, c'est le nombre d'électrons dans les orbitales liantes moins le nombre d'électrons dans les orbitales antiliantes, le tout divisé par 2. On voit qu'ici, dans notre orbitale liante, comme on l'a vu à l'item précédent, on a 2 électrons. Dans notre orbitale antiliante, on en a 0, comme on l'a vu également à l'item précédent. Attention, je vous le rappelle, on ne considère pas les électrons qui sont dans les orbitales P, puisqu'elles ne participent pas à former de liaison. On a donc 2 moins 0, le tout divisé par 2, on obtient donc 1. L'ordre de liaison est donc de 1, on a une liaison simple. On rappelle également que l'ordre de liaison sert à indiquer le nombre de liaisons qui va être formé entre deux atomes. Un ordre de liaison de 1, une liaison simple, 2, une liaison double, 3, une liaison triple. Item D, il était bien vrai, la liaison entre l'atome A et l'atome B est polarisée. Alors, pour savoir si une liaison est polarisée ou non, il va falloir regarder les différences d'électronégativité. Ces différences d'électronégativité, ça fait qu'un atome va attirer plus les électrons qu'un autre, et donc on va avoir des différences de charge, c'est-à-dire que le nuage électronique va être plus près d'un atome que d'un autre, et donc il y en a un qui va être chargé un petit peu plus négativement, tandis que l'autre va être un petit peu plus positivement. L'atome 1, c'est un atome alcalin, parce que sa configuration électronique est de type NS1, il est moins électronégatif que le fluor, puisqu'on l'a vu, on se décale vers la gauche par rapport au fluor, et donc il est moins électronégatif. De toute façon, le fluor, comme on l'a vu, c'est l'élément le plus électronégatif, donc peu importe à quoi il est lié, il sera toujours moins électronégatif. L'autre atome, à moins que ce soit évidemment aussi du fluor. On a donc une différence d'électronégativité qui va être due
à cette différence dans les atomes, donc le nuage d'électronique va s'orienter vers le fluor, et donc la liaison va être polarisée. Grosso modo, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en général, les liaisons vont souvent être polarisées, à part quand on a une répartition symétrique, c'est-à-dire quand on va avoir 2 fois les mêmes atomes qui vont se lier, comme dans le dioxygène par exemple. L'item E, il était faux. La multiplicité de spin, on se rappelle de la formule, c'est 2s plus 1. On considère le spin total de notre molécule. Donc là, on voit qu'à chaque fois qu'on a un spin up, on a un spin down. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une flèche vers le haut, on a une flèche vers le bas qui est également en même temps. Et donc ça va se compenser à chaque fois. Donc le spin total, quand on a un spin up qui est un spin de plus 1,5, spin down de moins 1,5, on va faire plus 1,5, moins 1,5, plus 1,5, moins 1,5, etc. On va donc avoir un spin total de 0. On applique notre formule, multiplicité de spin 2 fois 0 plus 1, on va donc avoir une multiplicité de spin de 1. On a donc un singulier. On rappellera qu'une multiplicité de spin n'est jamais nulle. On voit dans la formule, même si on a 0 de spin, on aura donc plus 1. Enfin, on aura donc 2 fois 0 plus 1, donc on aura 1 de multiplicité de spin. Voilà, donc pour ce QCM2, on avait au total les réponses A, B et D. J'espère que c'est plus clair pour vous, et je vous laisse avec Alice pour le QCM3. Ok, donc maintenant on se retrouve pour un petit QCM. Donc le QCM numéro 3, c'était un QCM sur les nombres d'oxydation. Donc j'espère que ça a été. Du coup, l'item A, il était vrai. Donc on vous disait que le nombre d'oxydation de l'azote N vaut 0. Donc ça, c'est vrai. Il faut savoir que chaque atome neutre, donc là, il n'était pas chargé, seul a un nombre d'oxydation nul. Voilà, c'est quelque chose à connaître. Ensuite, l'item B, il était vrai. Donc on vous disait que le nombre d'oxydation de chaque atome d'hydrogène dans cette molécule vaut plus 1. Donc ça, il faut le savoir, en fait, l'atome d'hydrogène, comme l'atome d'oxygène, je vous dirai ça tout à l'heure, a un nombre d'oxydation très propre à lui. Et du coup, c'est plus 1 dans n'importe quelle molécule pour l'hydrogène, et ça sera moins 2 pour l'oxygène. Et du coup, on vous fait un petit rappel, le nombre d'oxydation s'écrit toujours en chiffres romains, attention. Ensuite, l'item C, il était faux, donc on vous disait que le nombre d'oxydation de la molécule CO2 vaut plus 4, donc ça c'est faux en fait. Chaque molécule neutre, donc non chargée, là il n'y a pas de petit plus, de petit moins, son nombre d'oxydation est nul, ok, donc ça aussi un petit truc à connaître. Ensuite, l'item D, il était faux, donc on vous disait que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans la molécule de dioxygène vaut moins 2, donc ça c'est faux, en fait c'est une des exceptions. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'oxygène dans les molécules d'habitude il a un nombre d'oxydation de moins 2, sauf quand il est dans du dioxygène, là son nombre d'oxydation vaudra 0. Pareil pour l'hydrogène, quand il est dans une molécule de dihydrogène, son nombre d'oxydation vaudra 0. Et ensuite l'item E il était vrai, donc là c'était un petit calcul où vous demandez le nombre d'oxydation du chlore dans la molécule. Du coup, quelques trucs à savoir avant de commencer. Donc, le nombre d'oxydation d'un ion polyatomique est égal à sa charge. Donc là, il y avait un petit moins, donc le nombre d'oxydation de cette molécule vaut moins 1. Et le nombre d'oxydation de l'atome d'oxygène vaut moins 2, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Du coup, on commence notre calcul, donc c'est ce que je vous ai dit, le nombre d'oxydation de la molécule vaut moins 1 vu qu'il y a un petit moins là. Ensuite, on peut séparer chaque terme. Donc le nombre d'oxydation du chlore plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Ok, il y a 4 atomes d'oxygène, est égal à moins 1. Ensuite, on va remplacer par ce qu'on sait. Hop, on fait le petit calcul et on trouve à la fin le nombre d'oxydation du chlore vaut plus 7. Donc l'item était bien vrai. Du coup voilà, je vous ai fait un petit résumé à la fin pour devenir des professionnels de nombre d'oxydation. Du coup, quelques points, donc là en fait c'est à peu près tout ce qu'il faut connaître pour résoudre tous les exercices sur les nombres d'oxydation. Du coup, un atome neutre seul, son nombre d'oxydation est égal à 0, ok. Le nombre d'oxydation d'un ion est égal à sa charge, donc par exemple si vous avez Cl-, son nombre d'oxydation ça sera moins 1. Ensuite, le nombre d'oxydation d'un ion polyatomique est égal à sa charge, donc là par exemple votre ion polyatomique il a une petite charge moins 1, du coup son nombre d'oxydation sera moins 1. Le nombre d'oxydation d'une molécule neutre est égal à 0, ok, donc ça aussi à connaître, il y avait un petit exemple dans le QCM. Et pour effectuer les calculs, il faut connaître le nombre d'oxydation de deux atomes dans les molécules, donc toujours dans n'importe quelle molécule, le nombre d'oxydation de l'hydrogène ça sera plus 1, et le nombre d'oxydation de l'oxygène ça sera moins 2, sauf dans des exceptions, donc que sont le dihydrogène et le dioxygène. Voilà, j'espère que ça a été, et bon courage pour la suite, bisous. Salut, alors on va se retrouver donc pour la correction du QCM4. Donc c'était un QCM où on avait de la nomenclature avec Z, E et un petit peu de configuration absolue. Donc on est parti. Donc la molécule A, elle est un OAT de 3-fluorobutyl.
Alors, on est face en premier lieu à un ester. Un ester, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir diviser notre molécule en deux pour la nommer. Et on va commencer à la nommer du côté où il y a le carbone de notre fonction ester. Donc, ça veut dire que là, dans notre cas, on va commencer par la droite et ensuite on s'occupera de la gauche. Ok? Donc, on va compter notre chaîne carbonée principale. Donc, en prenant comme le plus petit nombre notre fonction principale, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Donc, on est sur une chaîne en but. Ensuite, on n'a aucune insaturation, donc butane. Et ensuite, on a un substituant qui est notre fluor. Donc, ça va nous donner du 3-fluoro, parce que c'est sur le troisième carbone, fluoro, butane, OAT, et OAT car c'est le premier suffixe de la fonction ester. Ensuite, on va s'intéresser du coup au deuxième côté. Donc, on est toujours dans le cas de notre fonction ester. On a une chaîne carbonée de 2 carbones, c'est donc un net. On n'a pas d'insaturation, donc ane, et on n'a aucun substituant, donc rien à rajouter. Donc notre molécule finale se nommera 3-fluorobutanoate d'éthyle. Là, le piège dans l'item, c'était on a commencé à nommer notre molécule du côté gauche à la place du côté droit. Ensuite, item B, la molécule B, le Z-1-bromode de chloroéthène. Donc on va commencer par déterminer l'isomérie. Donc quand on est face à une isomérie quelconque, on vérifie toujours d'être bien dans le cas d'un alcène. Là, la question ne se pose pas, on a bien notre double liaison. On regarde les substituants. Donc au niveau des substituants, on voit qu'on a un chlore, un brome, et par contre les hydrogènes ne sont pas considérés comme des substituants. Donc notre molécule va être disubstituée, et on va donc être dans le cas de cis ou trans. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on pouvait s'arrêter là, parce qu'on voit qu'on nous propose du Z, et ça ne marche pas dans notre cas. Donc ensuite on regarde, on voit que nos substituants sont du même côté. Donc par exemple, imaginons qu'on trace une ligne imaginaire ici, pour bien scinder notre molécule en deux. On voit qu'ils se retrouvent du même côté. Donc on va être dans le cas d'un alcène 6. Ensuite, on va quand même faire la nomenclature. Donc on n'a pas de fonction principale, on a une insaturation, donc, qui nous dit que notre molécule correspond à un alcène. Notre chaîne carbonée, c'est et, donc 2 carbones. On a 2 substituants qui sont le chlore et le bromo. Et donc notre molécule va se nommer 6, 1 bromo, 2 chloroéthène. On fait bien attention à bien mettre le bromo avant le chloro parce qu'on place nos substituants par ordre alphabétique. Ensuite, la molécule C est le E, 1 fluoro, prop, 1 N, 1 thiol. Donc là, on va refaire exactement comme on a fait tout à l'heure. En premier lieu, on vérifie que c'est un alcène. Ensuite, on regarde le nombre de substituants de notre molécule. On voit qu'on en a 3. Donc à partir du moment où on a 3, on va être soit dans le cas d'un Z, soit E. Ok. Donc là, notre hydrogène est barré parce qu'on ne le compte pas comme un substituant. Et ensuite, on va déterminer nos substituants prioritaires de chaque côté de notre molécule. Donc du côté gauche, donc ce qui concerne notre carbone gauche, on voit qu'on a d'une part un hydrogène, d'autre part un CH3. L'hydrogène n'étant pas compté comme un substituant, d'office, le CH3 sera prioritaire. Ensuite, du côté droit, on voit qu'on a un fluor et un SH. Okay. Donc là, on regarde dans notre règle de CYP et on voit que le S est prioritaire face au fluor. Donc le S va être prioritaire à droite. Donc c'est ce qui est représenté là, c'est pour ça que le fluor est barré, pour bien montrer que ce n'est pas lui qui est prioritaire. Et donc quand on regarde, ils sont opposés, ils ne sont pas du même côté, donc on va être dans le cas d'un alcène E. Ensuite la nomenclature. Donc la nomenclature, on a une fonction principale, c'est une fonction thiol. On va nommer, alors on a la saturation en effet ici, donc hop. Ensuite, on nomme notre molécule donc avec notre chaîne carbonée en prenant comme carbone le plus petit celui-là qui est rattaché à notre fonction principale. Donc ça nous faisait 1, 2, 3. On est dans le cas d'un prop. On a un substituant qui est notre fluor. Et donc ça nous donnait du E, 1 fluoro, prop, 1, 2, 3, 1 N, 1 thiol. Ensuite, l'item D. La molécule D, le 1-chloroéthanol. Donc on va refaire comme on a fait tout à l'heure. D'abord, on cherche la fonction principale. Là, on avait une fonction alcool. Ensuite, là, c'est les insaturations. Là, il n'y en a aucune. La chaîne carbonée la plus longue, donc 2 carbones. Et on fait attention à toujours mettre en carbone le plus petit celui-là de notre fonction principale. Le substituant, on en avait un, c'était du chlore. Et donc, notre molécule se nomme le 1-chloroéthanol. Ensuite, la configuration absolue de la molécule D est S.
Alors, en premier lieu, on va numéroter nos substituants par ordre de priorité. Donc ça nous fait le chlore qui est prioritaire, ensuite l'oxygène, ensuite le CH3 et ensuite l'hydrogène. Ok? On va avoir juste une subtilité, c'est que dans notre cas, on voit que notre quatrième substituant, il est dans notre plan. Et comme on l'a appris, lorsqu'on détermine la configuration absolue d'une molécule, il faut systématiquement que notre quatrième substituant soit à l'arrière du plan. Donc c'est ce qui est dit ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre œil sous la molécule pour nous la représenter, mais avec le quatrième substituant à l'arrière du plan. Et c'est ce qui va nous donner cette représentation-là. Quand vous regardez sous la molécule, vous avez bien votre CH3 qui va en haut, votre OH qui va en bas et votre Cl qui va en bas à droite. Donc ça nous donne cette représentation. Donc on renomme, on garde notre ordre de priorité qui est toujours valable, et ensuite on va déterminer dans quel sens on tourne. Donc on va du substituant le plus prioritaire vers le moins prioritaire, c'est-à-dire du 1 vers le 2, du 2 vers le 3, et du coup, vu qu'on va boucler, enfin on va faire une boucle, on va aller du 3 au 1 à la fin. En gros, ça va nous faire quelque chose comme ça. Et donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Notre quatrième substituant est bien à l'arrière du plan, donc on n'a rien à changer. Donc notre molécule est de configuration R. Voilà, j'espère que ça allait, et puis à la prochaine, bon courage! Coucou les loustiques, aujourd'hui avec moi on va corriger le QCM5 qui correspondait au SN1 et au SN2. Donc avant de commencer, tout d'abord il faut savoir, on va regarder nos données. Donc pour la réaction 1, on est face à un solvant polaire aprotique, donc on est face à une SN2. Alors que pour la réaction 2, on est face à un solvant polaire protique, donc ça sera une SN1. Alors, item 1, la réaction 1 se passe en 2 étapes. Donc comme je vous l'ai dit avant, la réaction 1 c'est une SN2 et les SN2 se passent en une étape. Alors ici, vous avez un petit tableau, vous avez certainement dû voir, et ce tableau vraiment, il est top. J'utilisais déjà pendant ma P1, vraiment, il faut le savoir par cœur, il est top, il résume tout, c'est top. Ensuite, l'item B, il était faux, donc c'était la molécule obtenue lors de réaction 1 peut être la molécule ci-dessous. Alors, il faut savoir que pour la réaction 1, qui sont les SN2, on va avoir qu'une étape. Et donc, les étapes, je vais vous les montrer avec le petit schéma. On va avoir d'abord notre nucléophile, qui est ici le BR-, qui va attaquer notre molécule en même temps que notre I va partir. On va obtenir du coup un état de transition où on voit bien le I qui part et le BR- qui arrive, ce qui fait qu'on pourra obtenir uniquement cette molécule-là. Ensuite, la réaction 1 est stéréospécifique. Donc, soit vous apprenez par cœur que la SN2 c'est stéréospécifique, soit vous vous dites, ok, une réaction spécifique, c'est une réaction où le produit va dépendre du réactif. Donc, stéréospécifique, ça veut dire que ça veut dire que notre produit va dépendre de la stéréochimie du réactif. Et c'est-à-dire que le produit va dépendre de l'arrangement spatial du réactif. Or, vous pouvez bien voir ici que notre BR-, il a qu'une possibilité, il ne peut qu'aller à un endroit, qui est l'endroit qui est le côté opposé du I, vu qu'il attaque en même temps que le I va partir. Donc forcément, notre SN2, elles sont stéréospécifiques. Pour l'item D, qui était vrai, c'était la molécule obtenue lors de la réaction 2. On va vite retourner voir les réactions 2. Elle a la molécule ci-dessous. Donc ici, vous pouvez voir que dans la réaction 2, on est face, comme je vous l'ai dit avant, un solvant polaire protique. Donc on sera face à une SN1. Et ce qui est important de savoir pour les SN1, c'est que ça va se dérouler en 2 étapes. Alors ici, je vous montre les 2 étapes. La première étape, ça va être que notre I, notre groupement partant, va partir et va former un carbocation. Et la deuxième étape va être que notre OH- va attaquer notre molécule. Or ici, vous pouvez voir que dans les SN1, le 3H- a l'embarras du choix, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut soit attaquer à la même place où était le I, ou soit de l'autre côté. Donc, ce qui va faire que pour les SN1, on aura 2 possibilités de molécules. Donc, les 2 possibilités, ça va être soit la molécule que je vous ai proposée pour l'item D, ou soit la molécule que je vous ai proposée pour l'item E, qui était également vraie. Donc voilà, c'est tout pour moi, mes petits loustiques. Je vous fais des gros bisous, vraiment. Je vous souhaite tout, je vous donne toute ma force, vraiment, ne lâchez rien, croyez en vous, continuez à bosser comme vous le faites, c'est vraiment parfait. Vraiment, des gros bisous. Donc on va passer au QCM6, donc c'est votre premier QCM de biochimie normalement, j'espère qu'il s'est bien passé et que ça allait pour vous. C'est un QCM assez classique, on vous donne généralement le nom, enfin pas le nom de la molécule, mais la molécule, on vous donne pas son nom et ensuite vous avez que des questions qui découlent de cette molécule, donc vous avez compris, vous devez être capable de reconnaître les molécules qu'on vous donne, notamment dans les 2 grandes familles qu'on vous donne au début du cours, c'est important de connaître les molécules et connaître les familles.
Donc c'est mieux si vous savez les reconnaître en fonction de leur liaison et des orientations des OH. C'est un peu compliqué des fois, mais c'est plus rapide si vous savez les reconnaître plutôt que si vous les connaissez par cœur. Donc ici notre molécule A c'était du déglucose, donc je vous ai mis un truc un peu entre guillemets facile pour commencer parce que le déglucose c'est vraiment une molécule importante que vous devez connaître parce qu'elle intervient dans en fait plein de polymères et plein de molécules complexes, donc c'est important de la connaître. On vous dit dans votre premier item, on va commencer, que la molécule A dérive du déribose. Donc vous savez que là on est dans la famille des aldoses, le déglucose appartient à la famille des aldoses. On reprend notre famille que vous devez connaître, donc nous on connaît plus trop. Et on voit que le déribose, en fait, il va venir avoir du déallose et du déaltrose. Donc ce serait le déallose et le déaltrose qui dériveraient du déribose. Notre déglucose, lui, dérive du déarabinose comme notre démanose. Donc ici, il y a des mémotechniques pour retenir notamment, je crois, la dernière ligne. Donc je serai incapable de vous le dire là tout de suite, mais vous les retrouverez normalement, ils seront dits dans d'autres QCM. Sinon, je vous conseille quand même d'apprendre cette famille, c'est important. Moi, j'apprenais un peu avec l'orientation des liaisons OH, ça m'aidait un peu. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je vous ai à dire. Donc l'item, il était bien faux, puisque notre déglucose dérive du déarabinose. Ensuite, dans l'item B, la molécule A et le défructose sont réduits en désorbitol en solution aqueuse par du NaBH4. Donc on sait que la molécule A c'est du déglucose et on sait que en solution aqueuse par du NaBH4, elle est réduite en désorbitol comme l'affiche ce schéma que normalement vous avez dans votre diaporama du prof. Le diaporama du prof il est plutôt bien pour apprendre le cours. Moi c'est ce que j'avais utilisé personnellement parce qu'il est assez complet. Et vous voyez aussi dans ce schéma que c'est pas le seul qui est réduit en désorbitol, il y a aussi le défructose, et le défructose il est réduit en 2 alcools, en désorbitol et en démanitol, donc votre item était bien vrai puisque le glucose et le fructose se réduisent bien en désorbitol en solution aqueuse par du NaBH4. Votre item C, on vous disait que la molécule A et le D-galactose sont épimères. On rappelle que deux molécules épimères, c'est deux stéréoisomères qui diffèrent uniquement par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Donc ici, vous savez que tous vos carbones là, ils sont asymétriques, puisque si on rappelle la définition, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est relié à 4 groupements d'atomes ou 4 atomes différents. Et donc ici, vous voyez bien que c'est le cas, de toute manière, tout ce qui est la famille des alloses, ce sera à chaque fois des carbones asymétriques. Donc la molécule A, donc le déglucose et le dégalactose, ils sont bien dits épimères puisque vous voyez qu'il n'y a que ce carbone-ci qui change de configuration, tous les autres sont dans la même configuration, et ils sont dits épimères par rapport au quatrième carbone parce qu'on rappelle, on commence à compter par le haut. Donc ici c'est le premier carbone, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième. Attention, il ne faut pas oublier de compter celui en bout de chaîne, il y a toujours un carbone ici, on peut l'oublier. C'est pas le seul à être épimère qui est cité dans votre cours. Il y a aussi le déglucose et le démanose qui sont épimères par rapport au deuxième carbone qui est juste ici. Donc ça c'est un exemple en plus que vous avez dans votre cours qui aussi est à connaître. Mais normalement si vous connaissez vos configurations, vous n'êtes pas obligé de le retenir par cœur, vous pouvez juste dresser vos configurations, enfin vos molécules pardon, et voir si ça diffère bien par un seul carbone asymétrique ou pas. La molécule D, donc on vous dit que la molécule A, l'item D, on vous dit que la molécule A est retrouvée dans les sécrétions des vésicules séminales. Donc ici, il va falloir connaître les propriétés de chacune de vos molécules. C'est des questions qui peuvent tomber. Et là, notamment, c'était pas le cas du déglucose, mais plutôt du défructose. Donc ils sont tous les deux retrouvés chez l'homme, mais de manière différente. Le fructose, il est retrouvé dans les sécrétions des vésicules séminales, ce qui sera l'apport énergétique des spermatozoïdes, et sous forme d'ester phosphorique, comme le glucose qui est retrouvé lui aussi sous forme d'ester phosphorique, mais pas dans les sécrétions des vésicules séminales. Il est retrouvé dans le sang parce que c'est lui qui, en fait, c'est la majorité des os dans le sang, le glucose, et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de glycémie quand on dose le taux de sucre qu'on peut avoir dans le sang, donc le taux dose dans le sang. Donc l'item était faux, il s'agissait du défructose. Et enfin, on termine par l'item E. On vous disait que l'amylose est un polymère linéaire de la molécule A. L'amylose, donc un polymère, c'est tout simplement des monomères qui sont mis bout à bout. Linéaire, ça veut dire que c'est en ligne. Bon là, je vous fais un peu du paraphrase. Et on vous apprend dans le cours que l'amylose est un polymère linéaire de l'alpha-D-glucose et que les monomères, j'ai du mal, est reliés entre eux par des liaisons alpha 1,4. Donc ici, si jamais vous avez le schéma, c'est bien si vous êtes capable de reconnaître par exemple
le glucose sous toutes ses formes, sous sa forme linéaire, sous sa forme cyclique, c'est important. Et donc c'est relié par des liaisons alpha 1 4. Ça c'est pareil, pour la suite de votre cours c'est important, il y a des propriétés, notamment tout simplement des enzymes qui seront capables de détruire certaines liaisons. Donc c'est important de retenir le type de liaison alpha 1 4, bêta 1 2, etc. etc. Tout ça pour dire que votre item était vrai et du coup qu'on avait comme réponse les items B, C, E qui étaient vrais. J'espère que vous avez réussi quand même ce premier QCM de biochimie et que je vous souhaite, et surtout que ça s'est bien passé votre mini partiellement, je vous souhaite bon courage. Donc pour le QCM 7, du coup on commence avec l'item A, donc la glycolyse se déroule en 3 phases, investissement, traitement, remboursement. Donc l'item était bien faux, la glycolyse elle se déroule en 2 phases et non pas 3 phases. Et du coup forcément c'était la phase de traitement qui était une petite invention de notre part, qui n'existe pas. Donc la glycolyse elle se passe en 2 phases, donc la phase d'investissement qui est une phase à 6 carbone, et la phase de remboursement qui est une phase à 3 carbone. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la phase d'investissement on va avoir un débit de 2 ATP par glucose. C'est-à-dire qu'on va perdre 2 ATP pour chaque glucose. Et dans la phase de remboursement, donc dans la phase à 3 carbone, on aura un crédit, c'est-à-dire qu'on va gagner 4 ATP par glucose, donc le bilan énergétique, forcément il sera positif, on aura un rendement de 2 ATP du coup par glucose. Ensuite, pour notre item B, du coup, la réaction ci-dessous correspond à la réaction 9 de la glycolyse. Donc ça, c'est quelque chose qu'il y a à savoir par cœur aussi, donc il faut bien connaître chaque réaction de la glycolyse. Après, voilà, c'est quand même matière à par cœur, là, pour le cours de l'IAGRE. Donc forcément, la réaction 9 de la glycolyse, c'est bien celle-là, c'est bien donc la conversion du 2-phosphoglycérate en phosphoïnolpyruvate par l'énolase. Là, on vous donne, en dessous, on vous disait que c'était bien du 2-phosphoglycérate et du phosphoïnolpyruvate. On vous donnait beaucoup d'éléments, mais il faut être capable, juste par exemple avec les molécules, même sans vous mettre l'énolase, il faut être capable de savoir que c'est la réaction 9 de la glycolyse. C'est-à-dire que vous devez connaître ces molécules-là, que ce soit celle de gauche ou celle de droite. Si on vous dit qu'on passe de celle de gauche à celle de droite, vous devez savoir que c'est la réaction 9 de la glycolyse. Ensuite, donc voilà, donc c'est bien une réaction qui est réversible, ça aussi c'est quelque chose qui est à savoir. Et donc le 2-phosphoglycérate va être déshydraté par l'énolase. Voilà, et ensuite donc le phosphoïnolpyruvate obtenu, lui, il sera très riche en énergie. Ce qui va lui permettre de générer à nouveau de l'ATP dans votre réaction 10, toujours de la glycolyse. Ensuite, pour l'item C, donc on avait encore un item qui était faux, puisqu'on vous dit le phosphoïnolpyruvate obtenu grâce à la réaction ci-dessous sera transformé en pyruvate par l'intermédiaire de la pyruvate déshydrogénase. Alors attention ici, l'enzyme c'était pas la pyruvate déshydrogénase, mais c'était bien la pyruvate kinase. Elle n'est pas catalysée, donc la réaction 10 par la pyruvate déshydrogénase. Donc voilà, on vous met bien la réaction 10 qui est la suivante, donc la conversion du phosphoïnolpyruvate en pyruvate, donc par la pyruvate kinase. Donc cette réaction elle fait partie donc de la phase de remboursement, hein, comme on disait tout à l'heure, la phase à 3 carbone, et qui permet justement donc le transfert d'un groupement phosphate par le biais de la pyruvate kinase ailleurs, donc, et la synthèse donc d'un deuxième ATP. Et donc cette réaction elle sera bien irréversible. Donc le bilan de la transformation donc, du glucose en pyruvate, il est à savoir par cœur. On a donc du glucose, plus 2 NAD+, plus 2 PI, plus 2 ADP, qui nous donne 2 pyruvates, plus 2 NADHH+, plus 2 ATP, plus 2 H2O. Ce bilan, il faut vraiment le savoir par cœur. Et donc la réoxydation du NADHH+, ça va permettre de générer encore plus d'ATP, mais bon, ça vous le verrez un petit peu plus tard. Vous l'avez peut-être déjà vu, je sais pas trop. Et donc c'est important de bien connaître chaque réaction, les molécules qui sont mises en jeu, ainsi que les molécules qui les catalysent. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, vous devez bien savoir à chaque fois quelle molécule va réagir, quelle enzyme va permettre la conversion de cette molécule d'une molécule à une autre, etc. etc. C'est très important, il faut bien tout connaître, et il faut bien connaître toutes les molécules. Ensuite, l'item D, donc, concernant le métabolisme du pyruvate, en absence d'oxygène, il reste dans le cytoplasme pour être réduit en lactate par la lactate déshydrogénase. Donc là, encore une fois, l'item était bien vrai, puisque vous savez que le pyruvate, il a deux devenirs, donc, qui dépendent de la présence ou non d'oxygène, en fait. Donc là, on vous dit du coup, bon, là, on va prendre point par point. En présence d'oxygène, en fait, le pyruvate, il va entrer dans la mitochondrie et il va être métabolisé par la pyruvate déshydrogénase. Ensuite, il va rentrer dans le cycle de Krebs, etc. Mais donc, c'est ce qu'on vous montre en bas. Et voilà, c'est un des deux devenirs du pyruvate lorsqu'il est
lorsqu'il est métabolisé. Sinon, en absence d'oxygène, c'est-à-dire dans le cytoplasme, du coup, le pyruvate, il est réduit ce coup-ci en lactate par la lactate déshydrogénase. Et donc ça, faut bien faire attention par rapport à tout à l'heure, qui était la pyruvate déshydrogénase. Là, c'est la L-lactate déshydrogénase. Donc voilà, il faut bien savoir. Donc en absence d'oxygène, on appelle ça le métabolisme anaérobie. Et en présence d'oxygène, on appelle ça le métabolisme aérobie. Donc il faudra bien faire la différence et bien faire attention. Mais bon, une fois que c'est clair dans votre tête, ça devrait aller. Et ensuite, donc, l'item E, la transformation du fructose 1,6-bisphosphate en fructose 6-phosphate correspond à une des réactions spécifiques de la néoglucogénèse. Donc, l'item, il est bien vrai. Il y a dans la néoglucogénèse 3 réactions qui sont spécifiques et qu'il faut connaître aussi, hein, bien évidemment. Donc, on a la transformation du pyruvate en phosphoénol pyruvate par la pepcarboxykinase et la pyruvate carboxylase. Ensuite, vous avez la transformation du fructose 1,6-biphosphate du coup en fructose 6-phosphate, c'est-à-dire votre réaction dans l'item E, par du coup la fructose 1,6-bisphosphatase. Et ensuite, donc, la transformation du glucose 6-phosphate en glucose par la glucose 6-phosphatase. Donc ça, c'est des 3 réactions qui sont bien spécifiques de la néoglucogénèse et qu'il faut bien connaître. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé et à bientôt. On vous fait des gros bisous, les loulous.